commencer dans cette présentation, je tiens à remercier profondément la Société marocaine de nutrition, plus particulièrement le professeur Boud qui m'a invité à ce congrès. Et d'un second lieu, je remercie tous mes professeurs de la FSC Mohamed Dia, plus particulièrement Madame Safi qui est aussi présente avec nous aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Donc, je tiens à vous présenter une étude que j'ai effectuée pour l'obtention de mon master, intitulée l'évaluation des fonctions d'adaptation nutritionnellement dépendantes chez les patients atteints d'obésité au sein du service d'endocrinologie CHU Métis Marrakech. Donc le plan prendra comme suit. Je commencerai par une introduction problématique, matériel et méthodes, résultats, discussion, recommandations et on clôturera notre présentation par une conclusion. Donc comme vous savez tous, l'obésité c'est un problème majeur de santé publique. C'est une épidémie mondiale dont les conséquences sont délétères. Donc elle est due à un déséquilibre entre les apports et les besoins énergétiques totaux, auxquels s'ajoutent bien entendu d'autres facteurs sociaux, épigénétiques, psychologiques, etc. Bien sûr, elle est accompagnée malheureusement à de nombreuses déficiences micronutritionnelles, ce qui affecte les 5 fonctions d'adaptation suivantes, à savoir la protection cellulaire, la communication cellulaire, l'interface digestive, la fonction cerveau et la cardiométabolique. Pour la question de notre recherche, c'est ensuite, quelles sont les fonctions d'adaptation nutritionnellement dépendantes les plus perturbées chez les patients atteints d'obésité? Donc, tout d'abord, il s'agit d'une étude basée sur une approche observationnelle et analytique, effectuée au sein du service d'endocrinologie CHU Métis Marrakech. Donc, l'étude, soi-disant la collecte des données, s'est étendue sur une période de 2 mois, du 15 mars 2019 au 15 mai 2019. Et elle a concerné les 70 patients atteints d'obésité, enquêtés et consultés en hôpital du jour. Bien sûr, il m'a fallu énormément de données, plus particulièrement les informations du patient, l'âge, l'activité physique, le poids, la taille, etc. Les derniers bilans biologiques effectués, à savoir les bilans lipidiques, glucidiques, hépatiques, rénales, etc. Et 2 questionnaires qui sont la clé de notre étude. C'est le questionnaire médecine santé qui nous aide à détecter les perturbations fonctionnelles. Et le questionnaire alimentaire fonctionnel, c'est un questionnaire qui nous aide à déterminer les habitudes alimentaires favorables et défavorables à la satisfaction de 5 fonctions. Et bien sûr, on a dû respecter l'anonymat et le consentement de chaque patient. Les résultats de notre étude montrent que la majorité de la population sont des femmes, avec un pourcentage de 95%. Le niveau d'instruction, il est diversifié, on a du non scolarisé jusqu'au niveau universitaire, avec la majorité sont scolarisés à un pourcentage de 74%. L'âge de la population, on a de la plus jeune jusqu'à la personne âgée, mais la grande majorité appartiennent à la tranche d'âge suivante de 25 à 72 ans et avec un âge moyen de 52 ans. La plupart des enquêtés sont résidents en milieu urbain et avec une profession prédominante sont les femmes au foyer avec un pourcentage de 72%. Donc, pour l'histoire de l'obésité, comme vous voyez, 33% ont eu cette surcharge pondérale qui s'est développée vers l'obésité sur une période de très très courte durée, en moins de 5 ans. Et on a 26% qui ont entre 5 et 10 ans, on a depuis leur enfance, depuis l'âge pubertaire, etc. Donc, concernant les types d'obésité, donc on a 23% qui ont une obésité modérée, 51% qui ont une obésité sévère et 26% qui ont une obésité morbide. Donc, concernant les maladies associées à l'obésité, comme vous voyez, donc on a différentes maladies, des thyropathies, des cardiopathies, des néphropathies, mais on a uniquement 3% qui n'ont aucune maladie. Ce qui est contradictoire à ce diagramme ci-joint. Donc, on a tous les types de traitements, la vitamine D, les antihypertenseurs, mais on a 31% qui n'utilisent aucun traitement. Donc on a fait la remarque aux patients. Donc on a 2 cas de figure. Soit que les patients ne veulent carrément pas utiliser le traitement, soit qu'ils n'ont pas les moyens pour l'utiliser. Donc bien sûr, on a dû calculer l'enquête alimentaire de chaque patient pour voir l'apport énergétique total de chacun. Donc comme vous voyez, 100% des patients ont un régime hypercalorique. Et concernant l'activité physique, 59% ont un niveau d'activité physique qui est moyen et donc qui est limité au trajet quotidien, aux travaux ménagers. Donc voilà, donc concernant les bilans biologiques, donc on commence par le bilan lipidique. La plupart des patients ont un bilan lipidique qui est normal, sauf que parmi ces patients-là, il y a ceux avec une dyslipidémie ou bien un risque de développer cette dyslipidémie.
Donc concernant le bilan glucidique, la plupart des enquêtés ont un bilan glucidique qui est normal, sauf ceux qui ont une résistance à l'insuline ou bien qui ont carrément du diabète. Donc concernant le bilan rénal, donc la créaturée, elle est normale pour la plupart des enquêtés, sauf pour la vitamine D, 100% des patients ont une hypovitaminose D. Donc dans 97% qui ont une insuffisance vitaminique D. Donc pour le bilan hépatique, il est normal pour la majorité des patients. Idem pour le calcium, phosphore, potassium et sodium. Voilà, donc on a dû présenter les diagrammes du cortisol, TSH, ferritine et acide urique qui sont normaux pour la plupart des enquêtés. Maintenant, on passe au questionnaire QMS. Donc, bien sûr, pour avoir ce diagramme, donc, on a dû calculer la moyenne de chaque score pour les 70 enquêtés. Et donc, c'est les 70 patients atteints d'obésité. Donc, ils présentent une forte perturbation des 4 fonctions suivantes. La fonction cerveau, l'interface digestive, la communication cellulaire et la protection cellulaire. D'après les réponses des patients, on a vu qu'il y a les patients qui présentent une insuffisance urinaire, infection urinaire, ils ont une fragilité des organes, ils sont anxieux, ils sont déprimés, ils ont un sommeil qui est agité, vraiment, donc ils sont vraiment fatigués aussi bien psychiquement que physiquement. Et pour le questionnaire alimentaire fonctionnel qui révèle les habitudes alimentaires, donc on a vu que chez les 70 patients, donc ils présentent une perturbation des 4 fonctions suivantes, fonction cerveau, interface digestive, communication cellulaire et protection cellulaire. D'après les réponses, on voit qu'ils ont une carence grave d'acides gras polyinsaturés, notamment d'oméga 3. Donc il y a absence carrément de protéines animales au petit déjeuner. Donc consommation excessive de soda, de calories vides. Donc ce sont des patients qui sont enveloppés de calories vides. Et pour discuter cette étude, donc il est à noter qu'aucune étude n'a été faite en termes de ce sujet. Par contre, il y a des travaux qui sont plus performants, qui nous ont aidés à la réalisation de ce travail, notamment le comportement alimentaire obésité, oméga 3 obésité, insulino-résistance obésité, mais pour un point commun qui est la micronutrition. Concernant les marqueurs biologiques, on n'a pas pu avoir toutes les analyses. J'aimerais bien avoir la CRP malgré cette difficulté. Donc on n'a eu que 4 patients qui ont cette CRP et la transférine malheureusement on ne l'a pas. Mais en général, ils sont en norme sauf la vitamine D, donc 100% des cas ont une hypovitaminose D. Donc, ce résultat-là, il est un peu contradictoire à une étude tunisienne qui a été effectuée chez 334 femmes. Donc, les taux moyens du calcium, phosphore et phosphatase alcaline ainsi que la vitamine D sont significativement plus élevés chez les grammes du groupe 2, c'est-à-dire les femmes qui ont un surpoids, par rapport aux femmes du groupe 1 et ceci d'une manière significative. Concernant les pourcentages des désordres lipidiques, donc, comme vous voyez, donc, 26% ont dans la présente étude, 26% ont un HDL qui est faible, 17% un LDL qui est supérieur à la norme, 17% ont une hypertriglycéridémie et cholestérolémie, hypercholestérolémie donc chez 18% avec présence massive des facteurs de risque cardiovasculaire, HTA, diabète et acide urique élevé. Ceci a été parallèle à une étude tunisienne qui a été effectuée au sein du CHU Monastir chez 180 patients et on a présence d'hypercholestérolémie, hyperlipidémie, hypertriglycéridémie et avec présence des mêmes facteurs cardiovasculaires, HTA, diabète et hyperurésémie. Donc concernant les deux questionnaires, donc ils sont complémentaires, on voit qu'il y a une très très bonne corrélation entre les deux. Donc les deux questionnaires révèlent les mêmes perturbations. Du coup, les patients n'ont pas menti. Et moi aussi, j'ai dû transférer la question correctement. Donc, en constate qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux. Et ceci révèle les carences micronutritionnelles suivantes. Carence en acides gras polyinsaturés, carence en acides aminés essentiels, en vitamines, minéraux, probiotiques, donc généralement en micronutriments qui sont essentiels. Voilà. Donc la gestion du poids d'un point de vue calorique et micronutritionnel est bel et bien primordiale afin d'atteindre notre objectif santé qui est alimentation santé. Et bien sûr, on a dû donner des recommandations. Donc, on a 3 recommandations qu'on a données. Dans la première concerne l'alimentation qui est équilibrée et savoureuse, dont l'intérêt d'un régime méditerranéen
qui est une arme efficace et économique contre le syndrome métabolique. La deuxième concerne le sommeil. Donc, comme vous savez, le sommeil, c'est la plus longue période sans prise alimentaire, qui dit chute et trouble de sommeil, dit diminution de l'hormone favorisant la satiété et augmentation de celle favorisant la faim. Et la troisième, qui est le chef d'orchestre, donc c'est l'activité physique. Donc on voit très bien le plaisir et la satisfaction ressentie lors de la pratique d'une activité physique régulière. Et bien sûr, en guise de conclusion, d'après les résultats de notre étude, on considère l'importance des micronutriments en milligrammes et en microgrammes, et d'où l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'une approche micronutritionnelle pour atteindre notre objectif qui est le fait de rendre les patients acteurs de leur capital de santé. Et je vous remercie énormément pour votre attention.